Bonjour François Pupponi. Bonjour. Vous êtes député du Val d'Oise, vous avez été pendant une vingtaine d'années maire de Sarcelles et vous avez une expérience un peu fascinante et même inquiétante de la montée d'un phénomène que vous dénoncez dans un livre, la montée de l'islamisme et en particulier de l'islamisme politique. Vous publiez Les Émirats de la République, comment les islamistes prennent possession de la banlieue. C'est une chronique de l'irruption de l'islam politique dans les banlieues. Qu'est-ce que c'est l'islam politique ? Ce sont des gens qui considèrent que, d'abord, il faut avoir une vision très rigoriste de l'islam et que l'islam doit prendre des positions politiques pour affirmer sa prédominance sur un certain nombre de lois, de lois du pays dans lequel ils sont. Ce n'est pas propre à la France, hein, c'est un processus qui existe partout, dans beaucoup de pays où les musulmans sont en nombre très important. Et donc ce processus arrive en France et quelque part, il n'y a pas de raison qu'il n'arrive pas. Donc il est aussi chez nous. Il est chez nous, il est dans les banlieues en particulier. Vous dites un processus qui fait que l'islam doit prendre possession d'un certain nombre de leviers politiques. Mais est-ce que c'est pour imposer l'islam ou est-ce que c'est pour imposer une couleur politique ? Non, c'est imposer une certaine manière de vivre son islam en France. D'accord. C'est-à-dire que ces gens-là partent du principe que la France ne respecte pas les musulmans, et donc il faut que les musulmans se défendent et imposent à la France leur manière de voir les choses, et qu'ils le fassent y compris par la prise de pouvoir politique dans un certain nombre de territoires. Quels sont les signaux que vous avez repérés qui permettent de dire qu'il y a un mouvement, un vaste mouvement ? C'est petit à petit une association qui se crée, une mosquée qui commence à être attaquée, une mosquée qui ouvre, avec des réseaux... Une mosquée qui commence à être attaquée par des réseaux politiques. Des réseaux proches de l'islam politique et d'un islam rigoriste. Les deux sont souvent en parallèle, et donc plusieurs associations qui ensuite sont en connexion, qui essayent un peu partout, dans le domaine éducatif, dans le domaine sportif, dans le domaine culturel, d'exister, de convaincre la communauté musulmane de les rejoindre et d'imposer leur vue auprès des élus des communes dans lesquelles ils sont. Ils fonctionnent en réseau, tous ces éléments. Oui. Réseau très structuré, très organisé, avec des gens compétents, intelligents, qui savent faire les choses et qui sont plutôt efficaces. Vous dites qu'ils tentent de convaincre, je prends vos termes, qui tentent de convaincre les habitants et la communauté de se rallier à eux, comment ? Alors, d'abord, c'est sur la pratique de l'islam. On essaye d'imposer une vision plus rigoriste de l'islam. Et puis, une fois que l'on a fait ça, on dit à ces musulmans que l'on a convaincus, il faut maintenant passer à une autre phase, qui sont les élections. Et donc, votez pour nous, parce que nous allons vous représenter en tant que tel, et nous allons défendre vos positions et les nôtres. Vous consacrez un chapitre dans votre livre à l'islamo-gauchisme, qui est un mot qu'on entend beaucoup dans l'univers politique. Qu'est-ce que c'est l'islamo-gauchisme ? Et ça veut dire des partis de gauche qui décident de passer un accord avec ces réseaux-là. Alors, un accord formel ou un accord juste comme ça, objectif ? À la fois, ça peut être formel dans certains territoires, objectif dans d'autres, mais l'idée, c'est de gagner les élections. Grâce à cette emprise islamique, en disant, politique. Voilà, ces réseaux existent, on sait qu'ils sont là, ils représentent quelque chose, nous ne sommes pas ou plus majoritaires dans ces quartiers, voilà, en se mettant d'accord avec eux, on pourra continuer à gagner des élections. C'est structuré ? Oui, ça se structure. Moi, en tout cas, j'avais vécu ça pendant la législative. J'avais contre moi Sami Debat, qui est celui qui avait créé le comité contre l'islamophobie en France, qui s'est retrouvé au deuxième tour de l'élection contre moi, et la France Insoumise l'a soutenu contre moi. Alors précisément, la France Insoumise est souvent accusée d'avoir partie liée avec l'islamo-gauchisme, à juste titre. Oui, parce qu'on voit bien que dans ces quartiers-là, localement, des connexions se font. Je ne suis pas sûr qu'au niveau national, quelqu'un comme Jean-Luc Mélenchon le comprenne et l'assume complètement. Mais il ne le condamne pas, en tout cas. Il ne le condamne pas. Auprès de lui, on sait très bien que des députés comme Alain Bono sont plutôt proches de ces réseaux, qui sont parfois proches aussi des réseaux des indigènes de la République, et que tout ça est en train de se connecter, de s'organiser en tout cas. Et on le verra au moment des municipales, surtout sur les deuxièmes tours, qu'il y aura des accords. Et on va parler dans un instant des listes éventuellement à interdire. Est-ce qu'il y a des signaux apparents, des signaux visibles, objectifs de cette progression de l'islamisme et de cet islamo-gauchisme ? Non, tout ça se fait quand même... Le voile tout ça se fait quand même très discrètement, sauf le seul fait que l'on peut voir concrètement, c'est effectivement, pour un certain nombre de musulmans qui pratiquent un islam très rigoriste, une expression vestimentaire en particulier, le voile pour les femmes, ou aussi pour les hommes, ça peut être la djellaba, la volonté ou la barbe, d'affirmer fortement sur l'espace public et publiquement son appartenance à sa religion. L'affaire Mila qui a secoué un petit peu l'univers politique avec cette prise de position très contestée de Nicole Belloubet qui a essayé de rétropédaler ensuite, est-ce que c'est quelque chose qui est significatif pour vous, à la fois que quelqu'un se permette cette incroyable grossièreté sur l'islam, elle a le droit de le faire, elle a le droit de blasphémer,
Et la violence des réactions ensuite? C'est très révélateur du fait que la France n'arrive pas à parler de ce sujet. Et à force de ne pas parler de l'islam et de la place de l'islam en France, on arrive à des situations d'islamophobie, et puis des situations où les musulmans se sentent systématiquement attaqués en disant « on ne nous aime pas et donc on va se défendre ». Et à force de ne pas en parler, en particulier le président de la République, on est en train de fracturer la société française sur ce sujet-là, et il est grand temps d'y mettre un terme. Vous avez employé le terme plusieurs fois et cité les associations de lutte contre l'islamophobie. Ces gens-là sont à la manœuvre pour, au travers de la lutte contre l'islamophobie, imposer une forme d'islam politique. Bien sûr. C'est de dire, voilà, les Français sont islamophobes, la France ne nous aime pas. C'est le présupposé. C'est présupposé, ils ne respectent pas les musulmans, et donc défendons-nous. Et donc ils ramènent vers eux un certain nombre de musulmans qui sont de bonne volonté, qui disent, oui, effectivement, il y a des sujets. Et donc ils sont en train d'agréger autour d'eux la communauté musulmane de France, en tout cas ils essayent de le faire. Et ce qui est terrible, c'est que la République ne répond pas en apportant des réponses sincères aux musulmans de France qui ne demandent qu'à vivre tranquillement. Qu'est-ce que c'est répondre à ça? C'est comment on finance les lieux de culte. Est-ce qu'on fait des carrés musulmans dans les cimetières? Comment on fait pour l'abattage rituel? Comment les musulmans de France... L'abattage rituel qui est un point essentiel. Comment font-ils pour vivre sereinement, pacifiquement, leur islam en France? Comme la République n'y répond pas, ceux qui sont les détenteurs d'un islam rigoriste arrivent à agréger autour d'eux un certain nombre de musulmans. Et le phénomène monte. Vous avez un chapitre qui est clairement intitulé « Aux portes du pouvoir ». Vous pensez que, par exemple, à l'occasion des élections municipales, un certain nombre de villes peuvent basculer ou être très forcément marquées par une présence islamique politique dans les conseils? Tout à fait. Elles seront marquées. Il y aura des accords qui se feront au deuxième tour et on aura un certain nombre d'élus qui sont dans ces lignes-là, qui gagneront des élections et qui seront élus dans un certain nombre de territoires. Moi, j'en suis convaincu. Et ça sera sûrement cette élection de 2020 un peu le déclic par rapport à un processus qui est en train de s'engager. Des listes doivent être interdites? Alors, moi, je ne comprends pas la polémique sur les listes communautaires. Je ne sais pas ce que c'est une liste communautaire. Ouais. On ne peut pas les interdire parce que ça n'a pas de sens. Ce qu'on peut interdire, c'est certaines revendications. Par contre, ce que je propose dans le livre, c'est qu'on interdise en tout cas l'expression de son appartenance religieuse par le voile, ça peut être la kippa pour d'autres, aux élections. Quand on est élu, sur une affiche, par exemple. Sur une affiche, et quand on est élu, on doit être neutre. Sur une affiche, et lorsque l'on est élu, on ne doit pas exercer son pouvoir politique, son rôle d'élu, en affichant son appartenance religieuse. Ça, je pense qu'il faudra une loi pour l'interdire. Vous avez parlé à plusieurs reprises lors de notre entretien des associations, et elles sont très présentes dans votre livre. Est-ce qu'il y a une forme de cartographie des élections en fonction de leur dangerosité? Des associations en fonction de leur dangerosité? Alors, je pense que les services de renseignement territoriaux, oui. Ils savent. Ils savent. Les services déconcentrés de l'État dans les préfectures, pas forcément. Donc il y a un problème de relation entre les deux. Lorsqu'on finance des associations, voilà, ceux qui les financent ne savent pas. En tout cas, moi j'ai été maire de cette ville. Il n'y a pas de soupçon? Oui, mais personne ne nous explique vraiment qui est qui. Parce qu'au fond, le premier financeur de toutes ces associations, c'est les maires. Absolument. Mais les maires ne savent pas qui est qui. Alors certains le savent, certains, moi je n'avais aucune formation dans ce domaine-là, on essaye d'apprendre, de se former, mais c'est très empirique et on le découvre petit à petit. Et en tout cas, il n'y a pas de volonté de l'État d'informer, y compris les maires, de dire voilà ce qui se passe, voilà qui est qui. Donc c'est une grande réaction à ce phénomène rampant assez préoccupant que vous demandez? Oui, non seulement une réaction, il faut que l'État dise ce que l'on fait, mais parallèlement à ça, il faut rassurer la communauté musulmane de France. Il faut faire les deux. Il faut lutter, je pense, contre l'islam politique, contre ces associations qui s'implantent dans ces territoires, mais parallèlement répondre aux légitimes revendications de la communauté musulmane qui, je répète, ne demandent qu'une seule chose, vivre leur religion en toute tranquillité. Et comme on n'y répond pas, eh bien, ça laisse la possibilité de dérives que nous sommes en train de connaître. Ces dérives que vous décrivez dans Les Émirats de la République, comment les islamistes prennent possession de la banlieue, ce sont des témoignages et une façon assez inquiétante de décrire ce qui est en train de devenir une partie de la France. Merci François. Merci à vous.